Bienvenue à l'émission Émergence. En ouverture de cette émission, il y a un roman, Les hasards du destin. 125 pages publiées aux éditions L'Harmattan. L'ouvrage nous décrit le parcours scolaire, universitaire, professionnel et politique d'un jeune homme tout à fait imaginaire nommé Sinclair. L'auteur nous le présente depuis l'école primaire jusqu'à sa nomination comme Premier ministre de son pays, en passant par le conseil municipal, l'Assemblée nationale, puis le gouvernement. L'auteur de l'ouvrage est avec nous. C'est Ferréol Ngasakis, député PCT à l'Assemblée nationale. Monsieur Ngasakis, merci d'être avec nous. C'est la première fois que vous nous rendez visite, mieux vaut tard que jamais. Alors, quand on lit l'ouvrage, à plusieurs endroits, on a l'impression que vous parlez de vous-même. Est-ce que Sinclair, c'est vous? Absolument pas. Vous savez, c'est juste la logique, la définition du roman moderne. Ça veut dire qu'on s'approche du réalisme. Bien. Mais Sinclair, ça peut être tout le monde. Donc, en fait, ce n'est pas une autobiographie. Absolument pas. Bien. Justement, la ressemblance avec Sinclair est tout à fait limitée parce que Sinclair, ensuite, il entre au gouvernement, après, il devient Premier ministre, ce qui n'est pas encore votre cas. Mais qui sait? C'est le moment d'écouter le reportage intro de Miafuna Bungu et à tout à l'heure. Par ce premier essai, Ferréol Ngasakis, son auteur, vient-il de faire son entrée dans le cénacle des écrivains congolais reconnus? Il est à croire que ce premier écrit qu'il vient de mettre sur le marché va davantage fouetter son énergie et ses convictions. La preuve, il est en pleine rédaction de son deuxième roman. L'écriture fait désormais partie de ses passions les plus partagées. Diplômé d'études supérieures spécialisées en relations internationales, à côté des arcanes de la diplomatie, il est allé immerger dans le monde de la littérature. Son plaisir, c'est d'essayer d'être utile partout, le moins qu'il peut. Les hasards du destin, son nouveau roman, 128 pages, publié aux éditions L'Harmattan et disponible dans les rayons depuis juin dernier, raconte les aventures d'un personnage insolite appelé Sinclair, des aventures qu'il décrit depuis les entrailles de son village natal jusqu'à ses nombreux périples les plus inattendus. L'auteur dit véhiculer dans ce roman un message d'espoir, de courage et de persévérance. En dépit de nombreux incidents de parcours qui peuvent se dresser à vous et qui sont autant de leçons de vie, il y a lieu de persévérer, de positiver et surtout de ne point se résigner. La politique, la diplomatie, l'écriture, la musique, Ferréol Ngasakis côtoie tous ces milieux comme bien d'autres. La politique parce qu'il est honorable député de la 3e circonscription de Poto-Poto à l'Assemblée nationale où il a découvert ce temple de la démocratie. Dans ce statut, il a appris à faire œuvre utile, à gérer la circoncision avec toutes ses exigences, ses délicatesses. La diplomatie, puisqu'il est conseiller des affaires étrangères hors classe par son profil. La musique, cet ancien commissaire général du FESPAM, le Festival panafricain de musique des années 2003-2005, adore bien le monde culturel. La littérature, ce milieu qu'il vient d'intégrer récemment, commandeur dans l'ordre du mérite congolais et chevalier dans l'ordre du dévouement, Ferréol Constant Patrick Ngasakis, 57 ans, est marié et père de 2 enfants. Ferréol Ngasakis, ça c'est votre premier ouvrage, Les hasards du destin. Hasards du destin, pourquoi un tel titre? Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais m'appesantir sur la question, mais permettez-moi d'abord, Monsieur Jean-Claude Kakou, de vous remercier et de vous dire combien je suis très heureux d'être en face de vous. Vous l'avez dit, c'est la première fois qu'on travaille ensemble, mais vous êtes à votre rythme un modèle, une inspiration. Merci. Et je tenais à vous le dire d'emblée. Bon. Maintenant, en ce qui concerne la question, il faut savoir qu'au départ, lorsque j'ai eu l'idée d'écrire ce roman, le titre préalable, c'était
qu'est-ce que ça tient un peu de choses que le destin. Mais c'est vrai que c'était un titre un peu long. Certains l'ont trouvé rébarbatif et après, bon, la réflexion nous a amené au hasard du destin. Mais je suis très, très fier et très heureux de ce titre parce qu'il appelle, il prête à beaucoup de questionnements, n'est-ce pas? Et donc, c'est pourquoi j'ai estimé qu'il fallait introduire par là. Vous voyez aussi la couverture, on en parlera sûrement. Mais pourquoi les hasards du destin? Tout simplement parce que je pense à un auteur qui s'appelle Grégoire Lacroix, qui disait que les gens auraient moins peur de ces termes si on leur donnait leur vraie définition. Alors, pour lui, c'est trajectoire et rencontre. Et moi, j'adhère entièrement à cette vision. Mais c'est vrai que ça pousse à un long questionnement, parce que... Bon, alors, que pouvez-vous dire aux Congolais pour les amener à lire votre livre? Quel message voulez-vous transmettre à travers ce livre? Oui, merci, mais le message, il est tout transmis. Parce qu'à travers, c'est vrai qu'il faut s'identifier, il faut que les lecteurs puissent s'identifier. C'est beaucoup ancré des personnages, et d'où l'intitulé du roman. Mais en réalité, il s'agit d'un appel, d'un message d'espoir, de persévérance, qui appelle à une certaine résilience pour que chacun de nous sache. En réalité, comme je l'ai dit un peu hors antenne, il y a, à mon sens, deux catégories d'humains. Ceux qui se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils font ici sur Terre, et ceux qui forcément se disent qu'ils ont une mission, un but à atteindre, et donc persuadés de cette mission, ils se délectent de toutes les rencontres qu'ils font au hasard des chemins. Et moi, j'appelle tout le monde à faire partie de la deuxième catégorie. Vous voyez, donc c'est un peu le message qui est lancé à travers ce roman pour dire qu'il faut persévérer. Quoi qu'il en soit, on devrait atteindre le but. La couverture comporte quel message? La couverture aussi, vous voyez, c'est quelque chose d'assez particulier parce que au moment où il fallait attribuer une couverture à ce roman, je suis tombé sur cette peinture qui avait été faite naturellement, qui avait inspiré un peintre. Il faut le citer parce qu'il est assez célèbre et assez bon, Jean-Paul Epondé, et qui a conçu cette peinture. Cette peinture est le résultat de ce que je représente pour lui. Vous voyez, bon, il y a aussi un tracé, il y a une trajectoire, il y a des rencontres. Et voilà, je veux dire que quelque part, j'ai vraiment été interpellé par pour la rédaction de ce roman. Est-ce que c'est votre dernier ouvrage? Ah non, pas du tout. Je suis, on peut même l'avouer, je suis devenu maintenant un mordu et là je suis déjà sur mon prochain ouvrage et mon éditeur a même insisté pour que je m'y mette parce qu'ils ont apprécié la plume. C'est vrai que l'appréciation est relative, mais ils ont apprécié cette écriture et ils considèrent qu'il faut que j'aille encore plus loin. C'était un peu ça le test lorsque nous avons présenté cet ouvrage. C'était pour savoir si effectivement on a accepté, on considérait que c'était quand même de la belle plume, mais apparemment les retours sont très prometteurs, donc moi je suis déjà dans mon prochain ouvrage. Voilà. Je l'ai dit au début que ce roman n'était qu'une ouverture de notre émission. Après avoir posé ces petites questions sur le livre que je vous invite à lire, il est aux éditions de l'Harmattan. Nous allons maintenant passer au vif de l'émission où nous allons faire la connaissance du député Ferréol Ngasakis. Alors, M. Ngasakis, vous êtes un cadre des affaires étrangères, député à l'Assemblée nationale. Vous êtes à la 3e circonscription de Poto-Poto, je crois. C'est bien ça. Alors, expliquez un peu ce passage de la diplomatie à la politique. Comme on dit, qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans cette galère? Dans cette galère. Mais bon, je considère quand même, après une petite expérience, que c'est une galère agréable, appréciable. Qu'est-ce que je suis allé chercher? Je pense que tout naturellement, j'ai constaté après un certain temps une certaine idée, un certain amour justement de la proximité. Et c'est vrai que les affaires étrangères peut-être m'éloignaient un peu trop de la population. Et c'est ça la politique, en réalité, il s'agit de pouvoir tâter du doigt les vraies réalités, mais j'ai quand même, comme qui dirait, fait ma part au niveau de l'administration publique. Vous avez parlé des affaires étrangères, c'est vrai que je suis un cas des affaires étrangères, mais je suis resté aussi assez longtemps au département de la culture et je suis aussi passé par le transport. Vous voyez, donc je suis quelqu'un de très éclectique et je pense que je cherche. Je suis quelqu'un qui poursuit son chemin. On reviendra toujours, vous verrez qu'on reviendra toujours au roman. Je suis quelqu'un qui est sur une trajectoire et qui essaie de tirer les bons côtés. En tout cas, séparer les vrais du bon grain. Parce que les affaires étrangères, c'est quand même assez pompeux. Qu'est-ce que vous allez chercher à l'Assemblée? L'argent facile? Parce que 6 millions par mois, pas du tout. Ah bon? C'est ce qu'on vous a dit? Oui, c'est ce qui nous a été dit. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça n'a rien à voir, bien au contraire. Vous savez, même si vous prenez un raccourci, vous dites les affaires étrangères,
Aujourd'hui, je suis rapporteur à la Commission des Affaires étrangères. Donc, je continue à faire de la diplomatie en quelque sorte. Donc, ça n'a pas beaucoup changé. Tout simplement, j'ai une plus grande approche des réalités de tous les jours au niveau de ce milieu politique, au niveau des populations. Je représente aujourd'hui la nation tout entière. Et ça, je pense que c'est très... Alors, à titre de rappel pour tous les Congolais, quel est le rôle du député? Bon, c'est vrai. Parce que le député, nous l'avons à l'hémicycle, nous l'avons aussi dans sa circonscription. Absolument. Quel est le rôle du député? Absolument, mais on commence à le savoir maintenant. Ah oui. Le député a deux fonctions essentielles. La première, c'est celle de voter les lois. Oui. Et la seconde, c'est celle de contrôler l'action du gouvernement. Et c'est ce qui fait un peu que dans ce panel, dans ce régime semi-présidentiel, vous avez la séparation des pouvoirs et l'équilibre des pouvoirs. Vous avez d'un côté l'exécutif représenté par le Premier ministre et de l'autre le législatif bicaméral représenté par deux chambres, à savoir l'Assemblée et le Sénat. Voilà un peu. Donc nous, au niveau de l'Assemblée, concurremment avec le Sénat, nous votons les lois et nous contrôlons l'action du gouvernement. Alors vous êtes le rapporteur de la Commission des Affaires étrangères. Quelles sont les missions de cette commission Affaires étrangères? C'est un peu les missions de toutes les commissions permanentes. Bon, maintenant la vôtre. Nous avons, oui, mais elles se ressemblent, vous allez comprendre, j'en viens. Nous avons 8 commissions permanentes et donc ces commissions, ce sont des laboratoires. Ce sont des laboratoires où on fait une certaine prospection, où on fait une expertise et par rapport à des questions données d'utilité ou de politique publique, on va dire, politique nationale. Et avec ces titres, nous avons des intitulés au niveau des affaires étrangères et des Congolais d'étrangers, il faut ajouter. Donc nous analysons des rapports qui nous sont transmis au niveau du bureau. Nous les étudions, nous appelons à les adopter ou non. Mais c'est des questions qui concernent justement la politique étrangère, les organismes internationaux, les Congolais de l'étranger, toutes ces questions qui sont liées à l'international. Voilà un peu ce qui concerne notre en fait, quand l'exécutif veut prendre une décision touchant aux affaires étrangères, ça passe un peu par vous. Mais il y a plusieurs, c'est vraiment un éventail. L'exécutif, c'est des projets de loi par exemple, ou des accords qui ont besoin d'être ratifiés, une autorisation. Ça passe par notre commission naturellement. Et aussi, comme toutes les autres commissions, nous contribuons à l'élaboration du budget. Parce que toutes les questions qui ont des incidences financières, nous pouvons aussi contribuer dans ce cadre-là. Voilà, donc c'est tout un éventail, mais chacun a ses domaines de prédilection. Alors pendant que vous êtes là, nous allons profiter de votre présence. Comment s'organisent les rencontres avec le gouvernement ? Parce que souvent, à l'issue des plénières, des questions-réponses avec le gouvernement, les Congolais se plaignent, bon, tel sujet n'a pas été abordé, telle question n'a pas été posée, etc. Comment ça se passe entre vous et le gouvernement? Bon, je suis tenté d'abord d'emblée de dire que ça se passe plutôt bien, mais ces rencontres sont prévues, elles sont codifiées. À travers les textes, je parlais tout à l'heure de cette fonction d'information vis-à-vis de l'exécutif. Donc nous avons un certain nombre d'artifices qui nous permettent d'interpeller les membres du gouvernement. Ça peut aller de la question orale, la question écrite, la question d'actualité, les auditions en commission. Donc nous avons toute cette panoplie-là pour pouvoir échanger avec les membres du gouvernement. Bon, en ce qui concerne les questions orales au gouvernement, nous adressons au plus tard 2 jours avant la plénière des questions. Oui, 2 jours, au plus tard. Au plus tard? Oui, oui. 2 jours avant. Il faut qu'au moins 2 jours, chaque membre de l'exécutif soit informé des questions qui se préparent. Afin de se préparer s'il y a des chiffres. C'est ainsi codifié. Et bon, ils ont donc un certain temps pour se préparer et venir répondre. Ça, c'est dans le cadre des questions orales qui sont avec débat et aussi les questions écrites qui sont avec ou sans débat. Donc nous avons beaucoup d'artifices comme ça qui nous permettent d'échanger avec les ministres. En commission, nous avons des auditions, nous pouvons interpeller quelques ministres que ce soit, en tout cas par rapport à une question bien précise. Voilà bon, maintenant, quand un Congolais se plaint de ce que, bon, il y a eu tel événement, mais les députés n'ont pas posé la question aux ministres concernés, comment ça s'explique ça? Bon, là intervient aussi la notion de représentation. Parce qu'en réalité, je pense, ça c'est une conception personnelle, c'est que le député est supposé, justement parce qu'il est le représentant national, c'est exprimer auprès de l'exécutif quelles sont les attentes, quelles sont les questions
demandants, des populations. Et donc la procédure, elle est simple. Nous avons un certain nombre de questions, nous formulons, nous déposons sur le bureau de l'Assemblée, qui est dirigé par un président. Et c'est le bureau qui souverainement retient les questions qui doivent être posées, adressées au ministre. Il y a une forme de censure. Bon, en fait, est-ce qu'on pourrait parler de censure? En réalité, c'est que nous sommes tellement nombreux. Il faut rappeler qu'on est 151 députés. Et je pense que quand le travail est bien fait en amont, ça veut dire que progressivement, on reprend les questions. Si certaines questions n'ont pas été posées, elles pourront l'être à une ultérieure session. Mais bon, là encore, c'est un travail de fourmi, minutieux, qui doit... mais là, c'est du ressort du bureau. Du bureau. Voilà. Bon, maintenant, vous êtes à votre premier mandat. Hein? Absolument. Comment se déroule l'ambiance là-bas, dans les plénières, entre vous, l'opposition, etc., le centre? Comment ça se passe, l'ambiance? Bon, moi j'aime assez, hein, parce que déjà, il faut signaler que au niveau du bureau, qui est l'organe supérieur de l'Assemblée, le bureau avec un président, deux vice-présidents, un secrétaire, un premier secrétaire, un deuxième et des questeurs. On s'arrange toujours, en tout cas les textes sont formels, il faudrait que ça reflète la configuration politique du pays. Donc déjà au niveau du bureau, vous avez toutes ces sensibilités qui sont représentées. Au niveau de l'Assemblée, au niveau des commissions, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'obligation, par exemple, de donner la responsabilité de certaines commissions à des députés de l'opposition. Donc moi, je peux dire, en tout cas, par rapport à cette relative expérience que j'ai, je peux dire que je suis plutôt satisfait. Parce qu'il se dégage quand même une certaine... Évidemment, chacun avec son tempérament, mais il se dégage quand même une certaine unanimité pour représenter valablement, dignement le Congo. Je m'explique, ça veut dire que chacun, souvent lorsqu'on prend la parole, c'est beaucoup plus dans un esprit, dans cette volonté de vouloir faire avancer les choses. Et ça, je pense que c'est quand même une avancée. Nous avons, il faut rendre honneur à la Constitution de 2015, qui a permis justement que, bon, peut-être qu'on voit les choses un peu de la même manière, même si ça a créé beaucoup de contradictions. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut facilement adhérer, soutenir. Et vous pouvez le voir, c'est simple. Au prorata des votes, je pense qu'il n'y a pas eu de vote contraire, de vote contre toutes les lois qui sont là. Pour la plupart, elles sont adoptées. Et c'est dû à quoi? C'est unanimisme? Mais je pense que c'est une certaine maturité, mais qui nécessite encore peut-être qu'on recadre certaines choses. Mais je pense que, en fait, quand on met le Congo devant, c'est pas si difficile que ça de parler du même son de cloche. Alors, le député, il y a le député à l'hémicycle, mais il y a aussi le député dans sa circonscription. Quelle est votre expérience déjà dans votre circonscription? Qu'est-ce que vous avez déjà fait depuis que vous êtes là? Ouf, je pense qu'on en a fait beaucoup de choses. Et souvent, on nous reproche, il n'y a pas longtemps, c'est des mandants qui se demandaient si moi j'avais une vie de famille. Mais j'espère pouvoir parler de ceux qui sont en face de nous, qui nous regardent. J'ai insisté afin que mon cabinet soit représenté. Parce qu'il faut comprendre, hein, pour comprendre mon action à moi au niveau de ma circonscription. C'est vrai que les textes, en tant que député, me permettent d'avoir certains collaborateurs, à savoir 2 attachés et 2 agents de sécurité. Ça, ce sont les textes, c'est notre règlement intérieur. Mais moi, j'ai une vision plus large. C'est-à-dire que j'ai plus d'une dizaine de collaborateurs. J'ai un cabinet et j'ai un cabinet qui représente justement les 2 quartiers de ma circonscription, les quartiers 34 et 35. Donc c'était un peu ça ma vision pour pouvoir ratisser plus large. Parce qu'une fois que vous êtes élu député, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Il faut justement maintenant travailler, aller à la rencontre des uns et des autres pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu d'améliorer. Et donc c'est comme ça que je travaille. Mais maintenant, bon, on a fait beaucoup de choses, je pense quand même. Hein. Oui, effectivement. La première des choses que nous nous sommes attelés à faire, c'était d'abord construire un siège. C'était une promesse électorale. Absolument. Nous avons construit un siège à la rue Makoko, 76. Donc c'est un siège qui est là, qui est à la disposition justement des populations pour échanger et puis travailler. Nous organisons de manière, on va dire, régulière des rencontres, notamment entre les communautés, parce que nous avons constaté aussi, et ça c'est toujours après les remarques, après les appréciations des populations, que c'était un peu, ça devient trop communautarisé, notre arrondissement. Donc il fallait essayer de rapprocher les communautés. Nous essayons d'épingler tout le temps les questions de sécurité, les questions de paupérisation. Nous avons créé des systèmes qui permettent aux personnes vulnérables d'aller se faire soigner
gratuitement, en tout cas se faire consulter au niveau des 2 centres médicaux que nous avons au niveau de notre circonscription. Nous avons essayé de voir comment pallier à certaines situations d'obscurité dans les quartiers. En fait, on fait beaucoup de choses. Et tout le temps, c'est beaucoup plus... nous avons privilégié les contacts, les relations. Je le disais tantôt, ce qui change un peu entre celui qui était plus ou moins enfermé au niveau des affaires étrangères dans les autres administrations et le député aujourd'hui, c'est que nous allons sur le terrain. Voilà. Nous rencontrons tous les jours les sages, les vieux, les jeunes, et puis bon, on échange pour voir comment ensemble on peut faire bouger les choses. On vous a vu en train de visiter ou de superviser le chantier de réfection de la rue Mbouchi. Oui, oui, là aussi. C'était à vos frais, ça? Bon, il faut le dire, mais bon, c'est peut-être des choses à déplorer, mais en réalité, le député, c'est aussi celui qui dénonce, qui impose à certains pouvoirs, certaines autorités leurs devoirs. Et donc là, nous l'avions fait, c'était pour déclarer un peu une dégradation, parce que nous le faisons aussi, nous adressons l'interpellation, justement, dont il a été question tantôt, c'est celle-là. Nous interpellons, par exemple, en ce qui concerne cette question, c'est l'autorité départementale et municipale de Brazzaville. Nous interpellons la mairie de Brazzaville pour leur dire, voilà, nous avons des problèmes, les populations se plaignent, nous avons des problèmes avec notamment les transports en commun, il faut faire quelque chose. Et de temps en temps, un député, c'est aussi un homme du cœur, même si ce n'est pas sa fonction, sa vocation, mais il peut aussi mettre un peu la main dans la poche pour aider à colmater quelques brèches. On l'a fait, et on continuera de le faire. Ça fait aussi partie de nos actions de tous les jours. Bon, on entend souvent des gens critiquer le fait qu'un député offre des sacs de riz, sacs de foufou à ses électeurs. Est-ce que c'est interdit dans votre règlement intérieur? Non, ce n'est pas du tout interdit. C'est pas interdit. Mais ce n'est pas la vocation d'un député. Ce n'est pas interdit. C'est pourquoi je disais, le député, c'est aussi un homme de cœur. Mais il faut rappeler que sous d'autres cieux, par exemple en France, les députés ont ce qu'on appelle la réserve. Absolument. La réserve parlementaire. Et ça permet, par exemple, même de... Moi, je suis très culturel, donc j'aime bien aussi de temps en temps sponsoriser des activités, mais ce n'est pas évident avec ce que l'on fait. Vous avez évoqué un certain montant imaginaire, mais tout ça, ça devrait faire partie des obligations du député. Dans sa ville, comment il sponsorise, comment il vient en aide à tous ceux, parce que franchement, je le vis maintenant, c'est tous les jours devant votre... portail, c'est des problèmes, il faut les gérer. Vous avez plus de 100 000 personnes, 100 000 mandants, vous les gérez comment? Absolument. Ah ouais. Et ailleurs, c'est une réserve parlementaire qui permet de gérer un peu ces questions. Mais bon. Est-ce que le matin, chez vous, vous êtes envahi par les électeurs? Bon, envahi, je ne dirais pas ça, mais on prend certaines dispositions. Mon siège est régulièrement assiégé. Ah bon. Parce que j'avoue que je suis venu 2 fois chez vous le matin pour préparer cette émission. Je n'ai vu personne. Oui, mais c'est normal. Ah bon. On a pris des dispositions, mais en réalité, il ne faut pas confondre. Il faut quand même faire la part des choses entre le privé et le public. Donc, les mandants ont compris maintenant, parce qu'au départ, c'est vrai que ça venait tout le temps à la maison, mais ils ont su maintenant faire la différence entre le siège et la vie privée. Donc, vous avez fait comprendre à vos mandants qu'ils doivent aller au siège, mais non à votre domicile. C'est un travail de longue haleine, mais bon, je ne dis pas qu'il l'a porté, parce que bon, ça ne manque pas des visites comme ça importunes. Mais c'est beaucoup plus, tout se passe au niveau du siège. Là-bas, vous y allez, j'ai oublié, puisque vous me parlez aussi des activités, au niveau du siège, nous avons par exemple une connexion Internet gratuite. Et là, évidemment, les jeunes, ça ne désemplit jamais. C'est-à-dire qu'à longueur, toute la journée, les jeunes sont là. Et puis bon, c'est une manière à nous aussi de partager le savoir. Bon, Ferréol Gassakis, le 11 juillet dernier, le Congo a signé un accord avec le Fonds monétaire international. Comment avez-vous réagi à la signature de ce document? Est-ce que vous avez sablé le champagne, vous aussi? Non, surtout pas. Pas sablé le champagne. Mais c'est vrai que nous avons été satisfaits. Parce que c'est l'aboutissement de beaucoup d'efforts et de négociations. Je pense que ça nous a pris pratiquement 3 ans. Et nous, en tant que députés, nous avons aussi bataillé dessus. Avant, j'en veux pour preuve le préalable qui était imposé par le FMI pour signer cet accord. Il fallait que nous validions nos autorisations, justement cet accord sur la restructuration de la dette, la structuration de la dette qui a été signée entre le Congo et la Chine. Donc voilà, nous sommes partie prenante. Et donc, c'est vrai que c'était un motif de satisfaction, mais c'est une satisfaction, on va dire, très pondérée, parce que en réalité, il faudrait que nous soyons
plutôt conscient. Parce qu'au lendemain de cette signature, le Premier ministre Clément Mamba a dit « Les choses difficiles commencent maintenant ». Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Mais il faut tout simplement entendre que nous avons certaines obligations. Il faut rappeler ça, je pense qu'on le dit un peu partout. Il y a des mesures appliquées et c'est un accord qui doit s'exécuter chaque 6 mois. Il y a une revue du FMI, mais il faudrait que nous ayons rempli un certain nombre de conditions. Vous voyez? Donc on nous appelle encore plus à la rigueur, à la meilleure gestion. Et le chef de l'État n'arrête pas de le répéter, qu'il faille absolument être plus circonspect dans tout ce que nous allons entreprendre. Et bon, il y a un travail qui s'est fait aussi. J'ai parlé de ces années écoulées, notamment au niveau du Parlement. Je parle de ce que je sais et ce que nous faisons. Nous avons l'obligation justement de contrôler, donc de permettre que cet accord se termine à bon port. Je crois savoir qu'il a été mis en place au niveau de l'Assemblée un comité ad hoc pour le suivi de l'accord. À quoi sert-il? Absolument, mais il sert justement à mener l'exécutif, les exécutants, à justement remplir ces conditions qui ont été posées. Donc nous devons aussi, au même titre que le FMI, mais en amont, nous devons voir un peu si les clignotants qui étaient au rouge passent progressivement de l'orange au vert. Ça veut dire qu'il faut être plus sérieux, il faut gérer les axes prioritaires, notamment on insiste dans le social, il faut gérer les questions de distribution d'eau, d'électricité. Enfin, il y a certains projets comme ça qui sont prioritaires, mais lorsqu'on parle des mesures, c'est beaucoup plus la transparence. Donc une gestion transparente, ça veut dire que c'est celle qui est saine. Une gestion ordonnée. Voilà un peu ce qu'on attend de nous. Alors dans un journal de la place, Le Nouveau Regard, vous, Ferréol Gassakis, vous avez attiré l'attention de ce que vous appelez les boucouteurs. D'abord, oui. C'est qui les boucouteurs et quel est votre message à l'endroit des boucouteurs? Non, mais vous savez, bon, au-delà de Ferréol, le chef de l'État l'a bien dit, il avait dénoncé en 2017 les antivaleurs. Et il a bien épinglé certains Congolais qui pensaient qu'il y aurait l'impunité. Et il a promis que des mesures soient prises à l'encontre de ces derniers. En 2018, il a justement fustigé. En fait, il a évoqué il n'y aurait pas de menu fretin ni de gros poissons. C'est-à-dire que tout le monde est logé à la même enseigne et passera dans la nasse de la justice et du droit. Ça veut dire qu'il y avait... Seule la loi prévoit. Voilà. Et en réalité, c'est qu'il fallait atteindre certaines réformes. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons mis en place toutes les institutions, la Haute Cour de justice. Ça fait partie aussi d'une mesure, je reviens dessus, du FMI, qui voulait qu'on installe la haute autorité pour la lutte contre la corruption, qu'elle soit bien cadrée. Nous avons même voté sur ce texte, nous avons les textes d'application. Donc voilà, toutes les institutions sont en place, la Haute Cour de justice. Et maintenant, donc ceux-là qui ont été fustigés, ceux sur lesquels on a tiré, stigmatisés, on les connaît, je n'ai pas besoin de m'apesantir dessus. Mais aujourd'hui, nous sommes restreints à une gestion responsable, saine. Et donc, je pense que ceux qui veulent persister dans ces déviants, dans ces revers-là, ben voilà, ils se reconnaissent. Alors, toujours en liaison avec la signature de cet accord avec le FMI, on parle de la mise en place prochaine d'un gouvernement de guerre. C'est le Premier ministre qui l'a annoncé. Qu'attendez-vous d'un tel gouvernement? Mais qui s'attaque aux questions prioritaires. J'en ai évoqué certaines avant. Notamment, c'est les populations. Regardez en direction des populations. Je parlais de... Il y a certains segments, notamment, pour revenir sur l'électricité, l'eau, le système des retraites, toutes ces questions qu'on les gère de manière prioritaire. C'est ça, en fait, le gouvernement de guerre, et qu'on ne soit pas dans les fioritures. Mais je pense qu'il y a un travail qui a été déjà fait en amont. Notamment, nous avons aussi validé le plan national, le programme national de développement. Et justement, là, on a prévu, justement, il faut diversifier notre économie. Il ne faut pas s'appesantir sur ce que nous avions en tant qu'économie de rente, notamment avec le pétrole. Il faut aujourd'hui diversifier, bien diversifier. Et c'est ça qu'on attend. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui soit un gouvernement d'attaque, qui sache quelles sont les priorités. J'insiste dessus parce que c'est vrai qu'il faut qu'on s'apesantisse dessus.
Alors, le FMI a mis sur la table du gouvernement 48 mesures qu'il faudrait exécuter. Est-ce que vous, à l'Assemblée, vous avez été informé de ces 48 mesures? Mais oui, c'est-à-dire qu'en réalité, on a l'impression, quand on parle de ces 48 mesures, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau qu'on nous impose. Mais non. Oui, en réalité, ce sont des choses qui se font depuis longtemps. Je vais prendre un exemple. Il faut, au niveau de la Société nationale des pétroles du Congo, il faut de la transparence. Un audit. Non, mais pas un audit, la transparence dans la gestion, la production, l'exploration du pétrole. Et il y a même, au niveau de cette société, on a préparé, on a rédigé un rapport sur la corruption aussi. Donc, c'est sur la corruption. La corruption. Donc, il faut tout simplement qu'on sache ce que l'on fait, ce que chacun fait. Et que chacun exprime un peu ses désirata, mais qui respecte, notamment, je vous ai parlé du programme, c'est un programme d'action. Notamment, il faut qu'on sache, chacun, il faut de la transparence partout, entre autres. Ça fait partie des mesures du FMI. Vous avez aussi avec l'ITIE, justement, qui demande, c'est la transparence. C'est tout simplement ça. Et évidemment, laisser un peu les projets qui n'ont pas d'impact réel sur les couches vulnérables, notamment quand je disais les priorités, c'est cela qu'on attend. Mais nous avons déjà fait beaucoup de projets. Il faut aussi une certaine restriction budgétaire. Nous avons réussi justement d'une certaine manière à réduire les travers budgétaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un budget qui est même plutôt excédentaire. Mais il y a aussi le contrôle de l'action justement du gouvernement par le Parlement. C'est pour ça que nous réagissons. Et ça fait partie des mesures. Il y en a qui sont déjà même exécutées avant même qu'on en parle. Notamment, je parlais de la transparence. Il faut tout simplement que chacun publie ce qu'il produit, en fait. Voilà. Bon, l'opposition émet des doutes quant à la capacité du gouvernement à appliquer les 48 mesures. Est-ce que vous tombez, vous aussi, dans ce congolo-pessimisme? Non, absolument pas. Je pense qu'on va s'en sortir. Moi, je suis, comme vous l'avez dit tantôt, de la majorité présidentielle et un monsieur pertinemment optimiste. Je pense qu'on va s'en sortir tout simplement. Il faut revenir sur ces choses et dire qu'il faudrait que nous soyons plus rigoureux et plus strict dans notre manière de faire, tout simplement. Et c'est ce qu'on entend justement par gouvernement de guerre, c'est ça? De guerre, oui. Bon, enfin, on dirait gouvernement de rigueur plutôt. Voilà. Éviter les fioritures et puis, bon, s'armer de meilleurs sentiments. Et en fait, de manière générale, comme le dit le chef de l'État, il faut mettre le peuple devant. À propos de ce gouvernement de guerre, est-ce que vous pensez, comme la plupart des Congolais, qu'il faut une équipe réduite? Monsieur Boupaka a dit l'autre jour, là où vous êtes assis, que le gouvernement était pléthorique. Bon, c'est très relatif, hein, parce que il faut être plutôt pragmatique et être efficace. On peut aussi réduire cette équipe et créer des grands ensembles. Je pense qu'on avait déjà fonctionné avec le système des pôles, comme on peut aussi réduire les budgets. Parce que, en tout cas, ce qui nous est demandé, c'est la réduction du train de vie de l'État. Voilà, donc c'est ça. Mais je pense qu'on y a déjà contribué d'une certaine manière. Quand on voyait les budgets précédents, le budget 2019 qui s'exécute de manière plutôt favorable par rapport à ce qu'il y avait avant, je pense qu'on est sur les bons rails. Maintenant, bon, c'est des choix, hein, mais ces choix-là, ils sont faits à un autre niveau. C'est de savoir s'il faut réduire, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Non, parce que les niveaux, il faut pouvoir censurer peut-être. Lui disait qu'en réduisant l'équipe gouvernementale, on récupère de l'argent. Parce que si on ramène l'équipe gouvernementale à 25 ministres, il y en a 10 qui sortent, ça fait de l'argent récupéré. Je vous assure que c'est très relatif parce que si on réduit, on a moins de ministres, mais on crée par exemple des directeurs généraux hyper puissants qui sont quasiment des secrétaires d'État et avec aussi des budgets. Donc je veux dire que tout ça, c'est un travail d'équilibre qu'il faut savoir mener à bien. Mais je laisse ce travail-là à ceux qui en ont les pouvoirs et ceux qui tirent ces manettes. Ferréol Ngassakis, vous avez été commissaire général du FESPAM, le Festival panafricain de musique. Parlez-nous un peu de votre expérience à la tête de cette institution. C'est une très belle expérience. Elle m'est restée, je ne l'oublie pas, parce que je suis, comme qui dirait, un enfant de la balle aussi. Tout à fait. Et donc, parmi les artistes, je suis un homme très heureux.
Et puis, on a beaucoup apprécié cette édition. Ça m'a donné l'opportunité de montrer un peu quelle était ma conception à moi du festif. Et je pense qu'on a beaucoup apprécié parce qu'on s'est retrouvés, on s'est déversé un peu partout à travers la ville capitale. On avait un peu inauguré justement le festif au niveau du stade Massamba Débat. On s'est retrouvé au stade des Boues, on s'est retrouvé un peu partout. Au Palais des Congrès, au Centre culturel. Mais on avait commencé au Palais des Congrès. Oui, c'était très bien. Je suis toujours fier parce que quand on a terminé, vous savez, c'est un challenge très difficile. Et lorsque nous avons terminé cette édition, le chef de l'État m'a dit « Ah, mais monsieur le commissaire général, bravo, nous avons réussi. » Bon, vous voyez, il n'y a pas plus gratification que cela. Oui, mais vous avez réussi, mais vous n'êtes resté que 2 ans. Pourquoi ça? Mais vous me pardonnerez de vous ramener toujours au titre de mon roman, Les hasards du destin. On a des trajectoires comme ça que chacun de nous suit. Mais moi, je constate quand même que, bon, c'est une ascension, c'est un chemin, pas en dents de scie, mais tranquillement, je suis mon bonhomme de chemin et je sème comme ça, comme qui dirait, des empreintes sur ce passage. Oui, et mais le FESPAM en fait partie. Tout à fait. Mais vous n'êtes resté que 2 ans. Bon, on dit qu'il y avait une compatibilité d'humeur entre vous et le ministre de la Culture à l'époque. Oh, je vous assure que je ne veux pas m'appesantir sur ces questions. Non, on a fait le plus important, c'est le FESPAM lui-même, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est perçu peut-être. Il faut faire bien mieux parce que c'est vraiment une vitrine culturelle pour le continent. Il nous a été confié par l'Union africaine avec le soutien de plusieurs autres organismes internationaux. Je pense que c'est plutôt, il faut s'appesantir sur cette question. Il faut qu'on le conserve, ce FESPAM. Ça fait quelques années déjà qu'on n'a plus cette prestation. Bon, c'est plutôt ça les questions. Mais à l'époque, moi, je vous redis, je réitère ce que j'ai dit tantôt, ça a été pour moi, ça a été un très beau souvenir. Justement, l'édition 2003, de l'avis de tous les observateurs, cette édition 2003 a été la meilleure. Qu'est-ce que vous avez fait à cette édition qu'on n'a pas fait aux autres? Oh là là, quelle question. Non, mais bon, enfin, nous, on était fous. En réalité, avec le ministre Jean-Claude Gakosso, on était un peu fous. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment donner une image éclatée, explosée du festif. Et je crois qu'il y avait plus de 200 artistes. Et puis, j'avais associé un ami avec lequel on avait travaillé à l'époque, Ernest Adjovi, autant fou, sinon plus fou que nous. Et donc, on s'est lâché. On a pris des artistes qui venaient de toute la surface de la Terre, autant des États-Unis, je me rappelle de Brenda Fassi, des gens qui venaient du continent africain. C'était formidable, je crois que c'était ça. C'est un peu cette folie-là qui nous avait animés. Et puis bon, on avait aussi cette volonté de montrer au reste du monde que le Congo, c'était aussi un pays qui savait faire autre chose que de se quereller pour des raisons qui n'en valaient pas la peine. Et voilà, malheureusement, vous avez été viré. Non, je n'ai pas été viré, j'étais appelé à d'autres fonctions. On va dire ça comme ça. Bon, Ferréol Ngasakis, pourquoi le FESPAM a du mal à s'imposer comme événement continental? Non, il s'est imposé comme événement continental quand même. On n'a pas l'impression. Mais si, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, il est pris en charge par l'Union africaine. Il est porté par l'Union africaine. L'UNESCO aussi fait partie des... Mais s'il est pris en charge par l'Union africaine, pourquoi ça fait 2 ans le FESPAM ne se fait plus? Mais bon, 2 ans, vous savez, nous avons connu une certaine conjoncture difficile, toujours due à la fluctuation du prix du baril du pétrole. Donc la conjoncture économique est difficile. Cela peut expliquer ceci. Mais pour revenir à la question du FESPAM, moi, personnellement, je pense qu'il faille trouver des opportunités pour qu'il soit mieux porté par d'autres instituts et les autres États africains, parce que c'est résolument un événement africain. Donc il faut trouver la manière pour associer. Au départ, c'est vrai que le Congo a voulu lancer. C'est le Congo qui avait été un honneur pour lui. Il a montré qu'il était en mesure de le faire. On a même et on a l'impression que financièrement, le Congo s'est retrouvé seul. Oui, le Congo, il est financé à plus de 90% par le Congo. C'est par là que le FESPAM pêche. À mon avis, il faudrait trouver une formule pour que tout le continent se sente réellement concerné. Vous savez qu'à l'époque, nous avons beaucoup travaillé avec la RDC. C'était pas mal déjà, c'était une première expérience. On devrait peut-être l'exporter un peu plus au niveau du continent. Et quelqu'un a émis l'idée d'un FESPAM tournant, qu'on le ferait donc dans toutes les capitales africaines. Ça peut faire partie aussi des idées pour rénover et rebooster le FESPAM, pourquoi pas. Bon, c'est des idées qu'on met
Bon, la table de réflexion. Une question d'actualité. Oui. Est-ce que nous sommes prêts à organiser un FESPAM en 2020, comme Bon. ça se murmure déjà dans certains milieux? Mais je vous l'ai dit tantôt, nous sommes quand même dans une situation assez difficile, délicate, conjoncturelle. Et c'est difficile de répondre à une telle question. Mais il faut aussi comprendre, ça dépend de la manière dont on le réaliserait, ce FESPAM. Voilà. Moi, je pense qu'il faut associer plus, il faut pouvoir aller du côté des annonceurs, les partenaires. Il faudrait qu'ils soient plus nombreux, qu'ils le portent. Ça dit qu'il ne faut pas qu'on sente que ce soit le poids, justement, du budget de l'État congolais. Voilà, c'est ça le problème. Je pense que la grande bataille est à ce niveau. Mais ça, ce n'est que mon avis, l'avis d'un... Alors, je reviens à ma question. 2020, c'est possible ou pas? Mais je dis que c'est possible, à condition que l'on trouve cette astuce-là, qu'on puisse l'avoir. C'est ça, c'est possible, oui, tout est possible ici-bas. Bon, à l'instar du personnage, du héros de votre livre, Sinclair, vous avez, vous aussi, managé un ensemble musical du pays, l'orchestre Extra Musica. Ah, oui. Alors, quel était votre rôle dans cet orchestre et que peut-on retenir de votre passage à la tête d'Extra Musica? Bon, le rôle, je pense que, non, ce qui est sûr, c'est que ces jeunes, à l'époque, enfin, ils sont toujours restés jeunes, avaient un talent artistique certain. Moi, j'avais peut-être un talent managérial, et donc, ces deux hypothétiques talents réunis ont pu faire certaines étincelles et amener à ce groupe que nous connaissons aujourd'hui, Extra Musica. Donc, je crois que le rôle que j'ai joué là, c'est pouvoir mettre ce talent à disposition d'un plus grand nombre de personnes et de personnages et de pays afin que Extra Musica puisse éclore en réalité. Je pense que c'est un peu ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, c'est-à-dire qu'à la limite, il a fallu un petit coup d'accélérateur, un petit coup de turbo que j'ai contribué parce que ce n'est pas une action personnelle, individuelle, non, c'est avec beaucoup de gens. Mais je pense que la peut-être différence, c'est que contrairement à nombreux autres, j'y ai cru jusqu'au bout. Voilà, c'est un peu cette foi, cette persévérance, et qui a fait que, bon, ils puissent découvrir tous les horizons. Mais là aussi, vous avez quitté, vous les avez abandonnés? Non, mais pourquoi abandonner? Je suis très heureux que vous ayez lu ce roman, mais en fait, c'est un chemin, c'est des trajectoires. On rencontre beaucoup de gens. Moi, je suis heureux, vous savez, à l'image de cet auteur qui disait, mais moi, je n'ai pas à rougir de ma vie. Moi, j'ai toujours l'impression de dire que je suis vieux. Je ne sais pas pourquoi je dis que je suis vieux, parce que la jeunesse est une éternité, mais j'ai toujours l'impression que j'ai fait les belles rencontres qu'il fallait. Et il y a encore, je pense avoir encore à donner, mais tant mieux. Je prends l'exemple. J'ai géré les jeunes d'Extra, et après je me suis retrouvé au FESPAM. Est-ce que ce n'est pas des signes? Il faut savoir interpréter, parce que quand on arrive au FESPAM, c'est l'Afrique, c'est le continent. Pourquoi? Il y a bien aussi d'autres artistes, on peut aussi les aider, vous voyez. Donc je n'ai pas à rougir de ce que j'ai fait, je pense que plutôt ma trajectoire s'effectue de bonne manière. Et vous avez effectué de nombreux voyages avec Extra Musica, vous avez contribué à les faire connaître à l'étranger. Quelles ont été les différentes étapes de cette tournée? Vous savez, pour ça aussi, il faudrait tout un roman. Parce qu'en réalité, avec ce groupe, il n'y a qu'un seul continent qu'on n'ait pas fait à l'époque, c'était l'Asie, je pense. Bon, aujourd'hui, ça a dû être comblé, mais on est allé partout. Et moi, je remercie beaucoup Extra, parce que c'est Extra qui m'a permis de découvrir l'Afrique. Ah bon? Oui, oui. Mais quand je dis l'Afrique, je vais même trop loin. C'est d'abord le Congo, lui-même, le Congo profond. Parce qu'il a d'abord fallu faire un travail de SAP au niveau national, au niveau du territoire. Et après, bon, progressivement, on est allé à gauche, à droite. Non, c'est que du bonheur avec Extra. Je n'ai pas à rougir, je ne cracherai pas, comme on dit, dans la soupe. Ça a été quelque chose de très profitable et de très positif dans ma vie. Voilà. Bon, Ferruel Gassakis, nous entamons le dernier chapitre de notre émission. Je vois, vous êtes sur votre montre, oui. Eh oui, c'est ça. Alors, vous êtes député du PCT. À quand le congrès du Parti congolais du travail? Les cotisations se poursuivent. Mais il faut bien qu'on arrête pour organiser ce congrès, non? Bon, vous ne posez pas la question à la bonne personne. Mais en réalité, je vais vous répondre ceci en tant que... Je pose la question à un militant du parti. Exactement. Je vais vous répondre en tant que militant du parti et faisant partie constituante de la base. Le Parti congolais du travail, c'est un parti tellement structuré, tellement organisé, que chacun, à son niveau, peut décider. Et là, en ce qui concerne le Congrès, c'est l'instance supérieure, c'est
le comité central. Donc ce que je peux tout simplement vous dire, c'est qu'on a demandé aux militants, dont je fais partie, de nous acquitter d'une cotisation pour préparer ce congrès, mais il se tiendra quand nous estimerons qu'il devra se tenir, tout simplement. Donc les cotisations ne sont pas encore au point? Ah si, elles sont au point, mais maintenant, bon, à ce niveau, je vous réponds encore la même chose, c'est le comité central qui doit décider de la date. Ça peut être demain, comme ça peut être dans je ne sais quel. C'est bien contrôlé, on va le dire. Une question de fond, monsieur le député. Est-il vrai que le PCT est miné par des courants internes? Encore les courants dans un parti, c'est une très très bonne chose. C'est ce que j'allais répondre. Et moi, je considère, ce sont des frémissements, mais c'est une expression justement de la démocratie au niveau du parti. Chacun essaie de dire ce qu'il pense. Tout simplement, on peut déplorer peut-être la forme que ça prend, mais en tout cas, au niveau du PCT, chacun a le droit d'exprimer ce qu'il veut. Dans le cas de la social-démocratie, chacun peut s'exprimer, mais souvent, on a l'impression que ça prend un peu des formes violentes. Et surtout, je rappelle, nous avons des textes fondateurs, nous avons des statuts, un règlement intérieur qui nous contraignent à régler nos dissensions, nos divisions, s'il y en a, en interne. Et on ne doit pas afficher ça, parce que ça fait partie justement des fautes graves. Donc peut-être que certains ont besoin de mieux s'en imprégner. C'est vrai qu'à ce niveau, il y a peut-être un problème. On sort un peu de nos textes. Mais ça, il faut rappeler un peu, j'ai failli dire c'est jeune, mais enfin, c'est toute tendance confondue, toute génération confondue. Il faut peut-être les rappeler un peu à l'ordre et tout simplement leur demander de puiser dans la sagesse de ceux qui avaient écrit ces textes-là, qui sont des textes toujours d'actualité et très utiles pour la bonne marche du parti. Alors l'élection présidentielle, la prochaine, est fixée au 2021. Alors une année et demie avant le congrès, le candidat du PCT n'est toujours pas connu. C'est prévu comme ça, c'est normal? Mais oui, non seulement c'est normal, mais bon, il faut savoir, il ne faut pas sans ambiguïté. Le parti a son candidat naturel. Et vous le savez tous. Donc, on n'a pas besoin de chipoter autour de ça. Tout simplement, le plus important pour nous, au niveau du parti, c'est d'être mobilisé pour mieux soutenir notre candidat naturel et naturellement tous les élus, tous ceux qui vont représenter, qui vont continuer à solidifier et à rendre encore plus fort ce parti. Voilà, tout simplement. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14 h. Nous avons notre candidat et vous le savez pertinemment. Nous avons un candidat naturel qui, ma foi, quand les textes l'imposeront, c'est pas maintenant, il se dévoilera. Mais vous savez très bien, suivez mon regard. Il y a un bruit qui a circulé entre-temps qui préconisait le report de l'élection présidentielle pour des raisons financières. Vous l'avez entendu, vous, ce bruit? Non, je pense que mon oreille était plutôt sourde à ce bruit. Oh, je ne pense pas. Il y aura une élection en 2021. Par respect du peuple qui est là, qui doit exercer son droit et ses devoirs, je ne pense pas. Non, il n'y a pas de raison. La démocratie l'impose. Tout à fait. Alors, le héros de votre livre, Sinclair, pense qu'il doit laisser une trace durable dans l'histoire. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous vous mettez à la place de votre héros? Laisser une place durable. Je veux plutôt vous mettre, vous, à la place de cet héros. Oui. Vous, tel que vous êtes, vous avez fait votre métier formidablement bien. Vous avez laissé forcément un nom dans le journalisme, dans la communication en tant que tel. Et donc, on ne pourra pas, demain, après notre passage ici-bas, évoquer justement la communication, le journalisme au Congo sans évoquer votre nom. Merci. Je pense que c'est déjà quelque chose, vous voyez. Donc, moi, je suis peut-être à la recherche de cela et je vous parlais tout à l'heure. Et vous voulez laisser quoi comme trace? Mais je ne sais pas, on apprécie. Moi, je vous ai apprécié, n'est-ce pas? J'ai apprécié votre professionnalisme. Aujourd'hui, quand on parle de Jean-Claude Kakou, on reconnaît que voilà, ça c'est une époque, il y a une génération de journalistes comme ça, c'est des gens qui étaient très compétents, on va dire le terme. Donc, vraiment, il faut aller à l'école. En fait, c'est une école de savoir que vous avez créée. Voilà, moi je vous apprécie. Ce sera peut-être à vous d'apprécier les œuvres que j'aurais faites ou pas faites du tout. Ce sera à vous d'apprécier. Moi, je ne sais pas, j'essaye. Moi, je suis mon chemin. Alors, Sinclair, votre héros, lui, il s'est posé la question, est-ce qu'il faut être homme politique ou homme d'État? Ferréol Ngasakis, homme politique ou homme d'État? Vous vous placez où? Les ambitions, souvent, ce sont des fantasmes. Je pense pour le moment être un homme politique. Mais la différence entre les deux, c'est que l'homme d'État, c'est sur la durée.
L'homme d'État, c'est celui qui marque son temps. L'homme politique, ça peut être quelque chose de très éphémère. On pense que, bon, il faut gérer la cité. On est mandaté par une population, des électeurs, majeurs ou minoritaires, mais l'homme d'État, c'est sur la durée. Il marque son temps, il pose ses jalons, comme on disait tantôt. Mais moi, j'aimerais bien, en fait, me positionner comme homme d'État, naturellement, parce qu'il faut laisser réellement quelque chose. L'homme politique ne laisse pas forcément une empreinte. Un homme d'État, enfin, je vais citer un exemple particulier, c'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso, c'est un homme d'État. Mais j'en connais pas beaucoup, hein. Maintenant, il faut rêver pour l'atteindre même à la cheville. Monsieur Ngasakis, nous arrivons à la fin de notre émission. Vous voyez que le temps passe très vite. Il passe très vite. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu épingler. Mais justement, je vous donne 5 minutes pour en épingler quelques-unes. Quels sont les aspects que nous avons abordés dans cette émission et que vous voulez bien insister, sur lesquels vous voulez insister? Non, tout a été dit, mais bon, en fait, c'est vrai que celui qui est devant vous, c'est... Je me suis présenté beaucoup plus en écrivain. En écrivain, oui. Et bon, c'est peut-être un nouveau combat, c'est pour que l'on puisse apprécier peut-être cette plume ou justement me conseiller pour que je l'améliore. Hein, et c'est plutôt à ce niveau-là que j'aurais beaucoup insisté pour demander notamment à ceux qui nous suivent, mais je sais qu'ils sont nombreux déjà, avec l'excellent Jean-Claude Kakou, pour les inciter à lire. Parce qu'en réalité, c'est une invite justement à la persévérance. C'est une invite au mieux faire. D'aucuns auraient parlé du mieux vivre ensemble. C'est vrai qu'il faut pouvoir se sortir. C'est très philosophique, mais il faut pouvoir se sortir. Il faut tenir compte des adversités et aller toujours de l'avant. Parce qu'en réalité, comme je disais aussi tantôt, en fait, il est difficile. Il y en a qui se posent la question, mais on ne peut pas justifier aujourd'hui, comme disait un philosophe Leibniz, qu'il n'y ait rien à la place de quelque chose. Donc forcément, on a une mission. Chacun ici a sa mission, mais il faut savoir la faire au mieux. Voilà, c'est un peu le message que je passe à travers ce roman. Et donc, je voulais plutôt inviter à le lire et puis susciter comme ça beaucoup plus de contacts, de réactions et d'échanges pour qu'on puisse aller de l'avant. Naturellement, je vous vois bien en train d'animer prochainement une émission spécialement réservée aux livres. Parce qu'il y a beaucoup d'écrivains. Bon, c'est pas moi d'en parler parce que on va peut-être me trouver un peu prétentieux, mais je pense qu'ils ont quand même un petit encore que problème. Nous ne sommes pas vraiment une émission littéraire. Oui, non, mais c'est une idée comme ça qui me vient, parce qu'il n'y en a pas en la matière, alors que nous avons de très grands talents, mais souvent ignorés parce qu'ils sont... Alors, je vous laisse conclure l'émission. Lorsque je conclue, bon là on a parlé d'émergence, le miroir du développement du Congo. C'est vrai qu'il faut appeler beaucoup plus les Congolais à se ressaisir quelque part. C'est très difficile hein, de vouloir, comment dire, le développement d'un pays et d'être vraiment conséquent avec soi-même. Donc je veux peut-être appeler à travers votre caméra à plus de tolérance. Parce qu'il y a beaucoup de déviations. Lorsque le chef d'État parle des anti-valeurs, c'est vrai qu'à tous les coins de rue, on les rencontre. Et je veux peut-être modestement, humblement, demander tout simplement à chaque Congolais de faire un effort et d'être plus considérant, plus regardant par rapport à son prochain. Et si je le dis, c'est par rapport à au microcosme que représente ma circonscription. On a essayé de remettre un peu les communautés ensemble. Je pense que c'est par là que nous pourrons réussir. Il faudrait qu'il y ait d'abord une certaine solidarité qui existait auparavant. On l'a connue un peu avant que nous naissions. Il y avait quand même un sentiment très fort de solidarité, mais ça s'est perdu. Aujourd'hui, on cultive, on développe beaucoup plus les individualismes. Donc je voudrais tout simplement appeler les Congolais à se ressaisir et à regarder dans la même direction. Voilà, nous avons reçu Féréol Christian Constant Ngasakis. Constant Patrick Ngasakis, député à l'Assemblée nationale, désormais écrivain. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Rendez-vous mardi prochain dans un prochain numéro de Émergence. Au revoir.